Sur le mode opératoire, donc les services enquêteurs ont expliqué que c'était tout d'abord, il y avait eu plusieurs éléments de procédé. Donc tout d'abord, il a empoisonné, enfin juridiquement on appelle ça comme ça, sa famille, c'est-à-dire qu'il a administré des substances pour qu'il s'endorme. Il n'était pas au courant, donc voilà, ça s'appelle de l'empoisonnement juridiquement. Il utilise une arme à feu avec silencieux. Là encore ressort le côté méthodique et précis de sa personnalité. Donc on peut dire que sur la partie mode opératoire, ça match totalement avec la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès. Euh, Dans mon raisonnement, je fais un point de bascule ici sur la religiosité. Parce que au début, ça c'est les premières remarques que j'ai pu me faire quand j'ai entendu qui était le suspect numéro un dans cette histoire, c'est que il y a une grande contradiction quand même qui apparaît entre le catholicisme que l'on peut qualifier de rigoriste, voire sectaire au sens premier du terme en latin secare, qui veut dire couper, se couper de. C'est un homme qui est d'une tradition catholique coupée de Vatican II, c'est-à-dire le Vatican II qui est la plus grande réforme de modernisation de l'Église du XXe siècle. Et là, ça colle pas du tout avec sa religiosité à lui, qui semble assez ancrée, ancestrale, etc. Dans le sens où les catholiques appliquent le décalogue et le tu ne tueras point du décalogue n'est pas respecté là. Et également par rapport au mobile qui justifierait le passage à l'acte, puisque en fait ce serait sa faillite professionnelle qui, impliquerait une certaine privation qui serait obligée d'être imposée à la famille alors qu'elle avait un mode de vie plutôt, bon peut-être pas faste, mais plutôt famille favorisée en fait de notre époque. Là ça colle pas parce que la théologie chrétienne apprend aussi aux chrétiens à savoir accueillir la pauvreté dans sa vie avec une certaine spiritualité. L'exemple qui va le plus illustrer ça, c'est le vœu de pauvreté que font certains moines et certaines moniales. Donc je me dis, c'est pas censé coller l'acte avec la personnalité de celui qui est suspect numéro un, tant d'un point de vue psychologique que spirituel. Donc, plusieurs points de sa vie ne collent pas et on peut se poser pas mal de questions. Donc, il est issu d'un catholicisme très particulier qui n'est pas représentatif de la norme de cette religion. Mais d'un autre côté, il a des choix de vie affective qui semblent aussi s'éloigner des enseignements christiques. Donc quelque part, on peut se dire finalement, il n'était pas censé avoir peur de s'éloigner de quelque chose qui pourrait être assez ancré dans son comportement et ses traditions, puisque sa vie affective témoigne du contraire. Après, il y a autre chose qui intrigue, c'est les rites très particuliers que semble pratiquer sa famille maternelle. La mort n'a pas l'air présente. Bon, ils ont l'air dans un courant assez particulier. Voilà, on va s'arrêter là sur la manière de le qualifier. Mais la mort n'a pas l'air de faire partie de la chose. Ils prétendent communiquer directement avec les voix du Seigneur, si je puis dire. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais du coup, pour eux, ça implique une démarche de vie très particulière et vraiment coupée du catholicisme moderne et le plus répandu. Donc, il n'y a pas ce côté macabre en fait. C'est ça que j'ai pu remarquer. Alors,
la figure paternelle dans tout ça. Donc ça, c'est plus pour le côté un peu psychologique, mais la religiosité est toujours ambiante hein, sur un dossier comme celui-là. On a le père de Xavier Dupont de Ligonnès, ça c'est assez intéressant, qui est décrit comme quelqu'un qui vit isolé, coupé de ce milieu et dans une certaine simplicité, c'est-à-dire que il a un titre de noblesse, etc. Versailles, enfin bon, c'est quand même un milieu très très particulier. Je vais encore utiliser cet adjectif-là. C'est pas que mon langage est pauvre, mais c'est que ça me paraît beaucoup plus neutre et respectueux. Et en fait, il est coupé, lui, de ce milieu qui se coupe lui-même. Donc il y a beaucoup de ruptures en fin de compte. Et c'est quand même un homme qui a l'air isolé, simple, bon, ancré dans son histoire personnelle, etc. Mais qui est ce père? C'est un peu la question que je me suis posée, issu de la très vieille noblesse française. Il ne vit plus avec la mère et il doit vivre avec cette ambivalence de la grandeur passée dans cette lutte, on va dire, et une situation contemporaine d'une simplicité contrastante, hein. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui doit être pris en compte dans la psychologie du personnage. Peut-être là, la peur a été centrale aussi dans son cheminement. Euh, Dans le sens où c'est peut-être la peur que peut éprouver l'homme, père de famille, une fois dans sa vie, s'il a un père un peu particulier, de suivre le même chemin. Et cette peur-là est peut-être une des pierres qui pavent son iter criminis, son cheminement vers le crime. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Sur sa personnalité, moi je vois un homme qui a une personnalité très contrastée par rapport à celle de ses parents. Tout est en contraste et coupure un petit peu dans cette histoire, puisque lui, il apparaît comme un père de famille enjoué, l'aristocrate charmeur mais amoureux de sa femme. Il est danseur, routard, baroudeur. Il a diverses expériences dans sa vie. Enfin, bref, c'est quelqu'un qui a l'air très vivant et qui s'ouvre sur le monde, quoi, qui n'est pas du tout fermé, en fait, comme le milieu dans lequel il a pu grandir et qu'il a décidé de quitter d'ailleurs assez rapidement et on peut tout à fait comprendre pourquoi. C'est même un homme qui défie le modèle catholique classique puisqu'il épouse une fille mère, de bonne famille certes, mais une fille mère. Et moi je vois en fait un homme qui vit avec son temps et ses traditions.